Aujourd'hui, on va partir sur le concept fondamental, peut-être celui qui est le socle des discussions de toutes les sciences humaines, qui est la notion de libre arbitre. Première forme d'incompréhension qu'il peut y avoir quand on entend un discours sur l'être humain, un discours scientifique sur l'être humain, c'est sur la question de savoir si on croit au libre arbitre ou si on croit que tout est déterminé ou tous ces trucs-là, quoi, en gros. Et on s'est dit qu'on allait faire un épisode au début pour clarifier toute la situation autour de ces mots, de ces termes, et non pas de ce qu'on croit, parce qu'il n'y a pas de question de croyance, mais de la façon dont on conçoit les choses pour construire la suite du discours, quoi. Le point de départ, déjà, c'est qu'il faut comprendre qu'on a tous l'impression qu'on est libre de nos actes, au sens où on a l'impression, quand on fait quelque chose, qu'on aurait pu le faire autrement. C'est l'impression qu'on a au quotidien. Et on reviendra après sur ça. J'ai l'impression qu'on peut avoir d'autres hypothèses sur pourquoi on a cette impression-là. Bon. Ça, c'est notre expérience d'être humain. Cette impression-là, on la nomme souvent le libre arbitre. L'impression qu'on est libre, qu'on aurait pu faire un choix différent. Et la première chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de confusion quand les gens parlent de libre arbitre, parce que ces termes, cette expression, ou ce concept, cette famille de concepts, elle a été cruciale dans plusieurs débats scientifiques et moraux depuis 2 millénaires, mais souvent employée, entendue différemment, dans des épistémées différentes, et elle s'insérait dans des contextes différents, et ça ne voulait pas dire la même chose. Faire un historique des concepts pour voir les différents sens qu'on a pu attribuer à des mêmes mots. Ouais, et parce que parfois on va revoir ces mots, quelqu'un va se plonger dans un vieux bouquin, va revoir ces mots, ou même quelqu'un aujourd'hui va encore les employer dans ce sens-là, et c'est important qu'on connaisse tous ces développements du concept, quoi. La première utilisation importante du concept de libre arbitre, c'est celle qui a de Augustin jusqu'à Leibniz, en fait, tout le débat autour du problème du mal, donc qui commence avec Augustin, et puis la Théodicée de Leibniz, c'est un des ouvrages les plus aboutis sur ce débat-là en théologie et en métaphysique, quoi. Et dans ce contexte-là, on est dans un dogme, en fait, qui ne se pose plus aujourd'hui, d'accord. Mais à l'époque, on est dans un dogme, c'est qu'on est obligé d'accepter un certain nombre de choses, de doctrines métaphysiques sur le monde, et on est obligé d'accepter un certain nombre de choses qui ne font pas sens si l'homme n'a pas de libre arbitre. Au sens où si c'est pas lui ultimement qui est responsable de ses choix, quoi que ça veuille dire, d'accord. Et le dogme en question, il est évidemment lié au fait qu'on imagine à l'époque qu'il y a une punition divine, on imagine que les gens vont en enfer s'ils ont fait le mal, et tout ça n'a pas tellement de sens. C'est une technique de contrôle social, c'est dit en passant, et cette technique de contrôle social n'a pas tellement de sens si les gens n'ont pas la liberté de leur choix. Bon, on passe sur ça parce que c'est très éloigné des questionnements actuels. La question de libre arbitre, elle va revenir et elle va devenir beaucoup plus proche de nous lorsqu'il s'agit en gros de la réforme moderne issue des Lumières et tout ce qu'elle a eu à voir avec la naissance de la psychiatrie, avec la naissance du droit pénal et tout. Tu vas nous en parler un peu? Donc, toute l'idéologie des Lumières pendant la Révolution à la fin du XVIIIe, leur but en fait c'est de créer une police de l'ordre social, mais la manière dont ils vont entendre le mot libre arbitre, en fait ça va être, pour la prison ça va être la question du discernement. Est-ce que les criminels ou les gens qui commettent des délits ont un discernement? Et pour la question de la psychiatrie, ça va être est-ce que les fous sont curables ou incurables? Et en fait, on voit bien la rupture qui se crée avec la période qu'il y a auparavant, parce qu'auparavant, genre 16e, 17e, etc., on mettait juste les fous dans des lieux, donc il y avait l'hôpital général, puis après au 17e, il y avait les dépôts de 18e aussi, il y avait les dépôts de mendicité, et en fait, c'était juste des endroits dans lesquels on mettait les indigents, les malades, avec les gens qu'on appelait les insensés. Et les insensés d'ailleurs étaient une population minoritaire au sein de ces lieux. Et en fait, il n'y avait aucune idée de curabilité de ces personnes. On les entassait juste dans des endroits d'ailleurs où ils étaient avec des populations qui n'avaient rien à voir avec eux. Le but c'était pas de les soigner parce qu'on pensait qu'on pouvait pas les soigner, tout le monde était incurable. Et donc c'était juste des mouroirs en fait. Et donc en fait, le déplacement que les Lumières ils vont créer, c'est qu'ils vont se dire en fait, ils vont partir du postulat humaniste
que tout le monde peut être traité, qu'on peut redresser n'importe quel comportement. Et donc cette idée humaniste qui va naître avec les Lumières, elle va avoir plein d'implications institutionnelles et plein d'implications sur le savoir psychiatrique et sur la manière dont le droit pénal va être fondé petit à petit. Et donc le texte fondateur de l'idéologie droit pénal moderne, on va dire, c'est celui de Beccaria. Et Beccaria, pour lui, le fondement du droit pénal, ça doit être le libre arbitre. Donc l'idée qu'on peut dissuader les gens et l'idée que c'est la certitude de la peine et non pas l'exemplarité des peines qui va mieux dissuader les gens. Si les gens sont sûrs qu'on va les attraper et puis qu'on va les punir, alors et qu'on considère qu'ils ont un libre arbitre, alors ce sera nécessairement plus dissuasif que si juste de temps en temps on prenait un mec sur la place publique et qu'on lui coupait la tête. Donc ça c'est l'idée de Beccaria. Ouais, et donc Beccaria, on voit que quand il utilise libre arbitre, là il l'utilise pas du tout dans le sens, on en parlait au début, et pas du tout dans le sens de j'aurais pu faire autrement. Ouais, voilà. C'est simplement est-ce que les gens sont discernants ou pas. Ouais. Et est-ce donc, qu'ils tiennent compte de la peine. Et on voit que toute la manière dont se structure le droit pénal est fonction en fait du degré de discernement qu'on va voir chez les gens. Et ça va être ça en fait. Et donc on va avoir 3 strates en gros de discernement. Et pour saisir le discernement, ça va être fonction de l'information qu'on peut avoir sur la personne. Et ces 3 strates en gros, c'est la première, c'est ça paraît rationnellement universel ce que la personne a commis comme acte. Et donc là, ça va être toutes les causes d'irresponsabilité, donc légitime défense, état de nécessité, etc. N'importe qui aurait fait la même chose. La strate en dessous, ça paraît localement rationnel de faire ce que la personne a fait, mais il faut la punir. Et donc ça, en gros, c'est tout le débat à l'époque des Lumières, où ils disent, on comprend que les miséreux, on comprend que la misère, ce soit la première cause de violence, de crime et de passage à l'acte, mais on a de l'empathie pour ces personnes-là et on comprend qu'elles ne puissent pas faire autre chose que ça, mais il faut les punir. Et donc ça, c'est une rationalité qui est locale, ça veut dire à raison des informations que les gens ont dans un contexte spatio-temporel et dans un contexte informationnel presque, et on comprend ce qu'elles font, mais on est obligé de les dissuader. Et la strate la plus inférieure de rationalité et donc de discernement au sens où c'est entendu à l'époque, c'est les gens dont on comprend pas du tout en fait ce qu'ils ont fait. Et donc eux, c'est les indiscernants. Et donc ça, c'est soit les gens à qui on va mettre des fortes mesures de sûreté, donc on dit elles sont pas dissuadables, elles sont pas discernantes, on peut pas les amender, on peut pas les traiter, et donc prison jusqu'au bout de leur vie le plus possible, ou soit les fous. Donc les gens qu'on considère incurables et que du coup on va mettre dans un asile jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est comme ça que se structure le droit pénal autour de ces 3 strates en gros de discernement. Et c'est pareil pour la psychiatrie, et au début il y a une dichotomie entre les fous incurables et les fous curables, et petit à petit on va considérer que quasiment tout le monde est curable, et juste que les gens doivent faire plus ou moins de temps dans l'asile pour être dressés et traités. Ce qui est très important en fait, c'est que les sciences humaines, toute la science de l'action humaine, ça a principalement une application morale en fait, c'est ça qui va revenir beaucoup de fois dans le podcast. Et donc ce qu'on voit, c'est que le déploiement de toute la responsabilité pénale moderne a à voir avec une certaine façon de voir l'être humain. Oui, la prochaine étape de ça, c'est la naissance de la criminologie à la fin du 19e siècle, avec les Italiens, et notamment Enrico Ferri notamment, qui écrit un texte qui fait une 30aine de pages contre le libre arbitre, où il donne plein d'éléments, et il continue à faire la confusion en fait entre ce qu'on entendrait aujourd'hui par libre arbitre et cette notion de discernement. C'est-à-dire que pour aller dans son sens, il donne des exemples des deux, tu vois. C'est sur son chapitre de la sociologie criminelle qui s'appelle la loi de saturation criminelle. C'est dans ce chapitre-là qu'il fait ça. Il a plein d'arguments. Un des premiers arguments, c'est de dire que les anciens ne croyaient pas au libre arbitre, ils croyaient au destin. Et donc, comme ils croyaient au destin, ça veut dire que c'est une invention récente en fait, puisque s'il y a le destin, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas libres. Sinon, on ne pourra pas prédire l'avenir. Il y a toujours une question de prédiction à avoir. Le libre arbitre, ça va avoir une question de prédiction. Ce qui est vachement étrange, c'est qu'ils pensent qu'on peut le démontrer, ça, par le fait que les gens par le fait que le taux de criminalité ne répond pas à la sévérité des peines. Et ils pensent qu'on peut démontrer que les gens n'ont pas le libre arbitre par le fait que quand les peines augmentent, il n'y a pas moins de crimes. Ce qui n'a pas de... Ce qui est pas correct comme façon d'analyser la question, parce que ça dit juste qu'ils n'ont pas l'air globalement rationnels en gros, tu vois, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas, leur action n'est pas tout autant déterminée. Leur action serait tout autant déterminée s'ils étaient globalement rationnels. C'est pas, si on pouvait prouver que à chaque fois qu'on augmente d'un an la durée de prison, il y a tant de pourcents de criminels en moins,
et ben on pourrait tout ensemble s'en servir comme argument pour dire regardez, c'est la preuve que les gens n'ont pas le libre arbitre. C'est encore un exemple de confusion, c'est important de comprendre toutes ces confusions parce que les gens aujourd'hui ont hérité de toutes ces définitions-là. Et enfin, une dernière façon dont les gens ont pu entendre parler de ces questions-là, de déterminisme et de libre arbitre, c'est quand c'est par rapport à des débats qu'il y a eu en France autour des années 80, autour des travaux de Pierre Bourdieu. Donc Bourdieu, pour genre faire ça en 2 secondes, sa théorie de l'habitus, en gros, lui, il considère qu'il y a des structures sociales et que, enfin, ça c'est accepté par tout le monde, et que les structures sociales, en fait, c'est des informations et que les individus, en fait, vont incorporer ces informations dans ce qu'on appelle du coup l'habitus. Et l'habitus, en gros, c'est que des structures sociales incorporées. Et donc on va reprocher à Bourdieu par cette théorie de l'habitus, parce que du coup si on comprend les structures sociales et on comprend les individus qui sont inscrits dedans en fait de manière déterministe aussi, et en fait on va reprocher à Bourdieu de faire une théorie déterministe au sens, et donc là ce qu'on entend par déterminisme à cette époque-là, c'est que en gros ce serait trop simple, c'est que on dit à Bourdieu l'habitus, en gros ton concept d'habitus ça voudrait dire que tu peux tout prédire à partir d'une compréhension des structures sociales. Et en fait, pour se défendre de ça, Bourdieu, il va dire non, c'est pas une causalité, c'est pas une causalité simple, au sens de si j'ai cette variable, je sais ce qui va se passer. Il dit c'est une causalité du probable pour se défendre. Et c'est comme ça qu'il va s'en sortir en disant c'est une causalité. Donc c'est comme un faisceau dans lequel il va y avoir plusieurs possibilités, mais ma détermination, elle me permet de vous dire c'est quoi le faisceau de potentialité. Et donc en fait, on a toujours considéré, enfin maintenant de manière moderne, que le déterminisme en gros c'était simpliste. Voilà, en gros, la dernière façon dont les gens emploient le mot libre arbitre ou déterminisme, c'est qu'ils emploient déterminisme pour dire c'est déterminé par pas grand chose, c'est déterminé par 3 variables en gros. Et donc attention, faut pas être déterministe, ça veut dire attention, tout ça n'est pas déterminé que par le milieu d'origine. Tout ça n'est pas déterminé que par l'endroit où on est, enfin voilà. Souvent on emploie déterministe, c'est pas déterminé que par les gènes. Et donc on emploie déterministe pour dire attention, vous êtes déterministe, ça veut dire que c'est déterminé que par les gènes. Voyez. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ce qu'on a beaucoup reproché à Bourdieu, et qui est une sorte de stigmate entre guillemets qu'il a encore aujourd'hui, parce que la nouvelle sociologie pragmatiste, Boltanski, etc., ils se sont définis genre ouvertement comme voulant aller au-delà du déterminisme de Bourdieu, etc. Donc je veux dire, c'est un truc qui... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a beaucoup reproché, ce que lui reprochait aux économistes aussi. Là, on reste sur notre chemin, on lui a reproché trop mécaniste, entre guillemets. Et on dit, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, Bourdieu, c'est une théorie assez simple pour cette deuxième couche dont on a parlé, de cette couche de sociologie. Ce sont des théories assez simples. Et c'est vrai que une bonne façon de comprendre pourquoi les gens lui reprochaient d'être déterministe, entre guillemets, c'est de regarder tous ces tableaux qu'il faisait, tous ces graphiques, etc., où il associait des facteurs. Et il montre, voilà, si on a tel facteur, on a beaucoup de chances d'avoir tel autre facteur. Et donc, toutes ces tables factorielles qu'il faisait comme ça. Par exemple, sur la reproduction des élites. Par exemple, voilà, si votre famille a tel milieu culturel, il y a très peu de chances que vous ayez le concours général de latin. Mais en revanche, vous avez plus de chances d'avoir le concours général de géographie. Et donc, il prenait des trucs comme ça. Et donc, on voit en fait qu'il arrive à réduire. Je pense qu'un des grands trucs de Bourdieu, c'est qu'il a réussi à réduire des choses très importantes dans le destin des gens à 80% de l'explication à quelques variables. Et ces 2 grandes variables, c'est capital culturel, capital économique. Et avec ces 2 grandes variables, il arrive à prédire, entre guillemets, une grosse proportion en fait, de ce qui se passe. Et donc, de là, on lui a reproché d'être déterministe, entre guillemets, ce qui là pourrait s'entendre comme mais tout n'est pas déterminé que par ces 2-là, en gros. Mais en gros, c'était les 20% que tu prédis pas, ça veut bien dire que tu peux pas tout prédire, ça veut bien dire que ton modèle est trop simple. Et donc les gens disent, ça montre bien qu'il y a 20% de libre arbitre, entre guillemets. Mais on comprend très bien, et c'est à partir de cette dernière mauvaise définition, entre guillemets, qu'on comprend bien quel est le problème avec tout ça, c'est qu'on comprend bien qu'en fait, l'incapacité d'un modèle à prédire 100% démontre qu'il y a du libre arbitre, c'est la même chose que de dire qu'il démontre qu'il y a du hasard. Dans tous les cas, on tire d'un manque de performance d'un modèle une conclusion trop réaliste, en fait. C'est-à-dire qu'on croit que du coup, puisqu'il y a 20% de hasard dans votre modèle, c'est-à-dire qu'il y a 20% de hasard dans la réalité. Ou quand on parle d'être humain... C'est-à-dire qu'il y a 20% de choses qu'on ne peut pas prédire dans l'absolu. Qu'on ne pourra jamais prédire. C'est pas le modèle qui ne peut pas les prédire, c'est que c'est dans la nature. Comme si le modèle était définitif. C'est toujours la même histoire, en fait. C'est pour ça que le premier épisode du podcast qu'on a fait, la saison 1, il est tellement important, tu vois. C'est comme si c'était définitif, en gros. Alors que... Comme si vous avez trouvé le modèle, c'était quelque chose qui existe dans la nature. Exactement. Et que du coup, si dans le modèle, on peut prédire 80% des cas, parce que le modèle
est dans la nature. Alors ça veut dire que 20% des cas dans la nature démontrent la liberté de la nature. Voilà. Et il y a ce même débat entre Einstein et Bohr, du coup, dont on avait parlé, sur la physique. Dans la physique quantique, les physiciens utilisent des modèles probabilistes. Et tout un des grands débats, c'est un des débats les plus importants du XXe siècle, hein, c'était la question de l'interprétation de ces résultats. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment du hasard ou est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de comprendre quelles sont les causes? Et Einstein va dire de façon célèbre, Dieu ne joue pas au dé. Ça veut dire un jour, vous trouverez bien quelle est la cause. C'est le modèle le problème, pas la réalité. Et ce à quoi Bohr répondait non, c'est pas vrai, là il y a du hasard. Et en fait, le fait est que on ne peut pas prouver qu'il y a du hasard, ça n'a pas de sens. Et le débat est important parce qu'il est très similaire à celui du libre arbitre. On ne peut pas prouver qu'il y a du hasard parce que le hasard, c'est juste l'ignorance par rapport à la science. Donc c'est-à-dire si on décide de faire une science de quelque chose, ça veut dire qu'on décide de transformer le hasard en régularité. Et tout ce qu'on n'a pas réussi à transformer, on peut jamais savoir si c'est dû au hasard ou dû à une absence du modèle. Mais tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'a priori, puisque les modèles font que changer et qui prédisent qu'une partie différente de la réalité, c'est juste qu'aucun modèle pourra expliquer d'un coup tout ce qui se passe. Et ça paraît très raisonnable de dire que l'être humain est une machine suffisamment complexe pour que les 3 variables les plus importantes permettent de prédire peut-être 70%, mais que pour prédire les 30% qui restent, on rentre dans des rendements décroissants. C'est ça la notion qui est importante à comprendre. On rentre dans des rendements décroissants et il faudrait peut-être connaître des millions de variables pour prédire les 30% qui restent. Et ça, je pense que la notion de rendement décroissant est vraiment importante ici pour comprendre. C'est-à-dire, oui, le capital économique, le capital culturel, c'est très important. Et peut-être que les gens sont impressionnés que ces 2 premières variables sur lesquelles insiste Bourdieu soient tellement puissantes, mais qu'on n'en trouve pas des 3e ou des 4e aussi puissantes que celle-là pour tout prédire. Voilà. Parfois, quand les gens disent on a du libre arbitre, ça veut dire on a du discernement, et donc on est responsable, entre guillemets, au sens où vous savez bien qu'il allait vous arriver quelque chose si vous faisiez une bêtise. Voilà, donc ça veut dire ça, libre arbitre, dans ce contexte-là. Et il y a un contexte où les gens utilisent déterministe pour dire simpliste. C'est l'absence de possibilité de prédiction. Oui, l'absence de prédiction. Il y a un aléa incalculable. Ça, c'est la dernière. Le libre arbitre, c'est vous ne pourrez jamais prédire. Voilà. Encore autre chose. Très bien. Et donc maintenant, si on essaie de purger tout ça, et qu'on revient sur cette sensation initiale qu'on a, là c'est l'aspect psychologie philosophique du podcast, donc cette sensation initiale qu'on a d'être libre de nos actes au sens où on a l'impression quand on fait quelque chose qu'on aurait pu faire autre chose. J'ai l'impression quand je prononce cette phrase que j'aurais pu la prononcer différemment. Si on entend par libre arbitre ça, et qu'on met de côté les autres utilisations et qu'on parle à la fois à la place de discernement ou de la complexité ou de ces choses-là, d'accord ? Et donc on revient juste sur ça, à ce moment-là, sur cette notion-là de libre arbitre, cette impression qu'on a est illusoire. On ne peut pas concevoir ce que ça serait que de pouvoir faire autre chose que ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on revenait 10 secondes en arrière dans le temps, on ne peut pas concevoir dans quelle mesure je ferais autre chose que ce que je fais là. Quand je prends une décision, je la prends forcément à partir de 2 choses. J'ai des critères et j'ai des données. J'ai des préférences et j'ai des informations. Voilà. Donc j'ai forcément ce que je peux et ce que je veux. Il y a forcément ces 2 aspects. Or, je ne peux pas avoir la liberté de mes informations. C'est-à-dire tout l'aspect qui m'est donné, ça n'a pas de sens de dire que j'ai la liberté des données que j'ai. Je saisis ce qui se passe. Je saisis ce qui se passe. Je ne peux pas avoir de liberté de mes informations. Je n'ai pas la liberté de ma puissance. Ça n'a pas de sens. Donc tout cet aspect-là, je ne peux pas dire que j'ai la liberté sur ça. Et donc dire que j'ai un libre arbitre, du coup, ça voudrait dire que j'ai la liberté de mes critères, que j'ai la liberté de mes préférences. Et dire que j'ai la liberté de mes critères, ça voudrait dire que j'ai les critères de mes critères. Et donc ça, c'est juste mes critères. Voilà. Dire que j'ai la liberté de mes préférences, ça veut dire que j'ai les préférences de mes références. Donc c'est juste mes préférences. Schopenhauer dira que quand quelqu'un prétend avoir un libre arbitre, ce qu'il veut dire à la base, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais Schopenhauer va dire, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Il n'est pas libre de vouloir ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. On peut être libre de faire, on peut pas être libre de vouloir, parce qu'on ne peut pas vouloir. Si on peut vouloir, alors la question que va poser Schopenhauer, c'est est-ce que vous pouvez vouloir alors est-ce que tu es libre de vouloir ce que tu veux? Et tout ça, en fait, est important parce qu'au final, ça n'a pas énormément d'implications
ça a principalement des implications morales. Et donc je pense qu'il y a juste 2-3 trucs à expliquer, et puis après, comme ça, on peut avoir fait le tour de cette notion-là, et pourquoi elle est importante. Ça va jusque-là ou pas? Ouais, très bien. Alors la première chose, c'est qu'il faut comprendre que la notion de libre arbitre sur les sciences humaines, c'est pas quelque chose qui est... en fait, c'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Le discours scientifique, il se construit la notion de libre arbitre. Et c'était même le cas dans les sciences naturelles, en fait, avant. C'est-à-dire que les sciences naturelles sont construites contre la notion de libre arbitre des dieux, en fait. Et donc, l'exemple parlant pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un orage, on considère que l'orage est déterminé par un ensemble de causes chimiques. Mais il n'y a pas très longtemps encore, on attribuait les orages à des causes divines, au libre arbitre d'un dieu. C'est parce qu'il veut bien faire ça. Voilà. Le regard scientifique, en fait, consiste à faire fuir le libre arbitre. En fait, à faire fuir le libre arbitre de l'esprit. C'est le regard qui consiste à le faire fuir. Et on le prouve par la capacité à prédire. Voilà. Et donc la météo, maintenant, elle est prévisible, elle n'est pas prévisible 100% d'ailleurs. Comme Bourdieu, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça à côte à côte. C'est-à-dire qu'on peut prédire la météo, je ne sais pas combien, à 97%, ou je ne sais pas quoi. On peut prédire la météo de demain. Et le fait d'être capable de prédire la météo de demain, ça dit quelque chose sur le fait que cette météo n'est pas libre, entre guillemets. Elle est dépendante d'un certain nombre de facteurs chimiques, et donc si on les identifie tous et qu'on a un bon modèle, a priori... si on identifie quelque chose qui a un rapport avec eux, voilà. Ouais. C'est pas forcément qu'on identifie des vrais facteurs, mais parce que justement c'est le problème de l'ontologie, mais du moment qu'on identifie quelque chose qui a un rapport avec cette régularité-là, ça veut dire que c'est pas libre. Dépendantes. Ouais, des variables dépendantes, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas libre, en gros. Ça peut vouloir dire que ça, en gros, libre. Et donc pour l'être humain, c'est la même chose. C'est en fait... Le libre arbitre de l'homme ne peut pas être entendu comme autre chose que l'ignorance dire que les gens ont un libre arbitre, c'est dire qu'on ignore la possibilité d'un discours scientifique sur l'homme, en gros. Ça ne peut pas vouloir dire autre chose que ça. L'être humain, c'est autrement plus compliqué que la météo, et donc on est capable de prédire quelque chose sur le comportement humain, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de prédire. C'est genre la théorie du chaos, même. Tu vois, tu vas en parler un peu. Ouais. Où on appelle ça aussi l'effet papillon. Il y a même un film là-dessus. L'effet papillon, c'est un bon exemple. C'est l'idée que donc un battement d'aile de papillon, je ne sais où en Australie, je ne sais pas quoi, peut causer un ouragan au Brésil. C'est dire que dans un modèle déterministe, il y a des causes tellement infimes qui peuvent rentrer en jeu qu'on dirait du hasard. C'est ça que veut dire la théorie du chaos. La théorie du chaos veut dire il y a dans un système déterministe où il y a beaucoup de choses qui interagissent, certaines causes peuvent être minuscules, mais avoir un effet important. À raison du fait que toute cause est la conséquence de quelque chose, et que cette conséquence, ce sera la cause d'autre chose, etc. Et comme tout est imbriqué, et comme toute cause peut être une conséquence et vice-versa, et ben genre n'importe quelle cause en fait peut être à l'origine de n'importe quelle conséquence dans le monde. Exactement. Et on est obligé de faire des découpages en fait, et de trouver et identifier les variables qui sont dépendantes par rapport au phénomène qu'on veut prédire du coup. C'est ça, et donc pour prédire 100% de la météo, il faudrait savoir tout ce qu'il y a dans le monde. Voilà, toutes les informations. Toutes les informations. Et donc il y aura forcément toujours une place pour le libre arbitre de Zeus, en quelque sorte. Si on veut faire l'analogie avec les sciences humaines. Si on voulait défendre qu'il y a un libre arbitre de Zeus, c'est pas parce que on peut prédire 97% de la météo que dans les 3% restants, il reste pas une marge de manœuvre d'un esprit. La seule façon dont on pourrait contredire cet argument, c'était d'avoir connaissance de tous les papillons, de tout ce qui rentre en compte en gros. Et donc c'est pareil pour l'être humain. Voilà. C'est pareil pour l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, en effet, on imagine que pour prédire le comportement des humains dans une situation donnée, la question qui est la plus intéressante, c'est de comprendre c'est quoi les 3 ou 4 premières variables à connaître. C'est ça qui est le plus intéressant pour nous, si on veut savoir. Alors c'est quoi qu'il faut connaître sur les gens, d'abord. C'est quoi le plus important à connaître en premier. Mais en revanche, on voit bien que l'ambition de pouvoir prédire 100% des comportements humains, on voit bien que cette ambition-là, elle est encore plus fantastique que la météo. Ouais, parce que en synthèse, du coup, si un modèle pouvait prédire 100% des cas, ça voudrait dire que le modèle a 100% des informations qu'il y a à tout moment. Et donc comme on n'a jamais 100% des informations à tout moment, un modèle pourra jamais prédire 100% des cas, il pourra toujours prédire, genre, imaginons 95% s'il est ultra performant, et comme il y a 5% qui échappent à la prédiction, ces 5%-là pourront toujours faire l'objet de l'interprétation qui consiste à dire que c'est le fait du hasard, que c'est le fait de la liberté, que c'est le fait d'une volonté divine, que c'est le fait de etc. etc. etc.
Et donc c'est ça le bug en fait du libre arbitre. Voilà, le bug du libre arbitre, c'est ça, c'est que ce n'est pas une question qui peut dire qu'il y a du libre arbitre. C'est pareil que de dire qu'il y a des miracles en fait. C'est juste une façon de regarder les choses. Ouais. Voilà, c'est une façon de vouloir s'arrêter, de chercher. En gros, voilà, c'est tout. Mais ce qui est intéressant avec le libre arbitre par rapport au miracle ou au hasard, c'est que nous, on vit tous cette illusion d'avoir le libre arbitre. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. Le deuxième point, on peut spéculer, on peut avoir des hypothèses sur pourquoi on a l'impression d'avoir un libre arbitre. Il y a plein d'hypothèses. Moi, celle qui me parle le plus actuellement, c'est que ça a à voir avec comment fonctionne la mémoire et les sensations. J'ai l'impression qu'on est obligé d'avoir l'impression qu'on a un libre arbitre, tout simplement parce que entre le moment où on perçoit des choses et la milliseconde d'après, où on les stocke dans notre mémoire, on perd 99% de l'information. Voilà. Et donc, du coup, on ne se rend plus compte que ce qu'on a fait, on était obligé de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, il y a plein de sensations que je ne ressentirai plus dans une seconde. Et donc, du coup, imaginons que je me démange, que je me démange tout de suite là. Il faudra avoir la mémoire de la sensation qu'on a eue à l'instant T. Exactement. Moi, c'est ça mon qui est corrélée à l'information. On a une information, on a une sensation, il faudra avoir la mémoire des deux. De tout. Et à tout moment. Ouais, à tout moment. Et là, on se rendrait compte qu'on est une machine. Mais là, imaginons que je me démange le bras tout de suite. D'accord. Une milliseconde après, je me rends plus compte à quel point cette démangeaison était tellement insupportable que j'ai besoin de me démanger. Voilà. Je me dis, mais pourquoi j'aurais pu ne pas me gratter? J'aurais pu ne pas le faire, voilà. J'aurais pu me gratter. Voilà. Je mange parce que j'ai faim. Je me rappelle plus à la seconde où je commence à manger, je me rappelle plus à quel point j'avais faim. Et après, je m'en veux d'avoir trop mangé. Ça peut être. J'ai l'impression que j'ai choisi de manger. Juste. Et c'est vrai, là, on bascule les deux fois, là, on bascule dans la connotation morale après. Et c'est pour ça que je trouve la question du libre arbitre est aussi importante en fait. C'est sur la question morale. Et c'est le cas, à mon avis, de beaucoup de choses des sciences humaines, elles sont vraiment importantes, surtout du point de vue moral. Les sciences humaines nous permettent de rendre compte que c'est au moins possible de décrire entièrement l'être humain, entièrement comme une machine. On voit au moins que c'est possible de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera à le décrire entièrement, mais on voit que c'est possible. Le fait qu'on puisse deviner quelles sont les premières variables, les variables les plus importantes pour prédire le comportement des gens, montre que c'est possible de les prédire toutes en théorie. Et ça a principalement des implications morales. En fait, c'est ça l'autre dernier point dont je voulais parler sur ça. C'est pour ça que c'est tellement important aussi le fait qu'on s'en serve pour stigmatiser des gens en fait de ces notions. C'est parce que ça a une dimension morale aussi. Tout à fait. Voilà. Parce que dire que j'avais pas d'autre choix que de manger ce que j'ai mangé, qu'un tueur n'avait pas d'autre choix que tuer au moment où il a tué, dire que le terroriste n'avait pas d'autre choix que de commettre un terroriste, ou n'importe quoi, toutes ces choses-là amènent en fait à retirer toute possibilité de jugement moral de la conduite. Parce que ça n'a pas de sens de juger le comportement de quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de faire le comportement qu'il fait. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est genre la belle phrase de Nietzsche quand il dit il n'y a pas de phénomène moral, il n'y a que des interprétations morales des phénomènes. Tout à fait. C'est dans le réel, quoi, dans le monde, il n'y a que des causes et des conséquences de genre physique. Et donc à chaque fois, l'humain il a une perception d'un phénomène qui délimite, il voit que ça fait souffrir quelqu'un et il dit c'est mal. Mais c'est parce qu'il n'a pas toute la chaîne des causes et des conséquences, sinon il verrait juste que c'est physicaliste, qu'il n'y a que des phénomènes. Il verrait que les conséquences de chaque acte sont incommensurables en termes de souffrance, par exemple. Déjà, c'est impossible, parce qu'on ne sait pas où s'arrêter. Donc si on conçoit l'être humain comme un scientifique, à ce moment-là, on le conçoit comme une machine, composée de machines, dira Deleuze, pris dans un réseau de machines. D'accord ? Et une machine très complexe, parce que c'est une machine qui s'autoprogramme, qui reprogramme les autres. Et à ce moment-là, si on conçoit l'être humain de façon entièrement déterminée, alors on comprend que l'être humain n'est pas vraiment séparé du reste du monde, en fait. Pas plus qu'un morceau d'une machine n'est séparé du reste de la machine, en fait. La seule chose, c'est que l'être humain, il peut mémoriser des choses et ensuite changer de lieu. Et donc, il se peut qu'il y ait des causes non locales dans ce qu'il fait dans ce nouveau lieu. D'accord ? On a un être humain qui passe d'un lieu A à un lieu B, il a appris des choses dans le lieu A, qui explique son action dans le lieu B, ce qui veut dire que son action n'est pas entièrement déterminée par le lieu B. D'accord ? Mais il reste en fait un vecteur, entre guillemets, de tout le reste de ce qui se passe dans le monde. Et donc ça n'a pas de sens si... par exemple, en criminologie, quelque chose qu'on voit, c'est que les gens qui sont les pires,
d'accord, les gens qui commettent les crimes les plus atroces, ont souvent eu des enfances qui étaient vraiment terribles, d'accord. Les plus grands tueurs en série ont souvent des gens qui ont été battus et violés quand ils étaient enfants, des enfances vraiment, vraiment terribles, d'accord. C'est un bon exemple, une bonne illustration, montrer que quand les gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut être capable d'en arriver là, ils ne comprennent pas que cette personne a elle-même reçu en fait beaucoup de violence et beaucoup de haine du monde, et ensuite elle continue à la véhiculer, d'accord. Ouais. C'est-à-dire ils isolent l'acte dans la situation B et ils vont dire, a priori, principe de symétrie, ils vont dire il a les mêmes informations que moi, et comment ça se fait qu'il a pu faire ça dans ce lieu-là, mais il n'a pas les mêmes informations que toi, il a toutes les informations qu'il a eues dans les situations de A à l'infini, en fait, jusqu'à ce moment, en fait. Et c'est ça qui fait qu'il en vient à commettre cet acte. Et c'est pour ça que quand on découpe un moment du réel, c'est vachement facile de l'interpréter moralement, en fait. Mais tout comme on peut aussi être amené à prendre simplement une étape supplémentaire et qui est aussi insuffisante, qui est de dire ah non c'est sûr c'est pas sa faute à lui, mais c'est la faute de la famille, c'est la faute de l'État, c'est la faute et à chaque fois ça n'a toujours pas du tout sens. En fait c'est la faute de personne. Ce que ça fait c'est que ça enlève. C'est la faute du monde entier. C'est la faute du monde entier, oui. Ça enlève en fait la notion de faute morale. Il n'y a pas de faute morale. Ce qui ne devrait pas poser de problème, parce que le fait qu'il n'y ait pas de faute morale ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réagir, qu'on n'a pas le droit d'interdire des choses, qu'on n'a pas le droit de punir. Toutes ces choses-là, elles ne reposent pas sur le fondement de la faute morale, en fait. Elles reposent sur des fondements rationnels de protection, dissuasion. Les gens veulent se protéger de la violence. C'est pas parce que le violeur avait pas le choix de faire autre chose que ce qu'il a fait qu'on peut pas l'envoyer en prison. Exactement. Dans tous les cas, on l'enverra en prison. C'est juste que ça paraît plus moralement acceptable de dire il avait le choix de faire autre chose. Et donc punissons-le parce que c'est mal ce qu'il a fait. Ouais, ce que je pense, j'ai l'impression, ça c'est pareil, c'est plus dans cette hypothèse, mais j'ai l'impression que la façon dont on se comporte avec les criminels, c'est qu'on a beaucoup de mal à les punir sans les haïr. C'est l'animalité de l'être humain, le fait qu'on ait une notion d'empathie en fait physique, fait que quand on fait du mal à quelqu'un, c'est difficile de lui faire du mal si on l'aime. Et donc les gens qui punissent, on a du mal à punir les gens sans penser qu'ils sont détestables et qu'ils méritent de souffrir. Tu vois. Le fait est qu'on punit parce qu'on ne sait pas comment protéger les gens autrement que par la punition. C'est par défaut. Vous avez pensé comme pendant les guerres, un camp va dire diaboliser le camp adverse. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Tous les dirigeants vont dire que les autres sont des monstres pour qu'on puisse les tuer. C'est difficile de faire la guerre contre un autre pays sans penser qu'ils sont détestables. Et c'est comme le crime de punir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la question du crime de punir, Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que pareil, ça c'est juste stade hypothétique, mais j'ai l'impression que, en gros, la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'on ne sait pas comment protéger les gens, à part en menaçant de punir les gens qui leur font peur. On ne sait pas quoi faire d'autre, d'accord. Donc voilà, les gens ne veulent pas te tuer, c'est normal. Donc on interdit de tuer. Et on ne sait pas comment faire pour interdire de tuer, si ce n'est en disant, si vous tuez quelqu'un, on va vous faire très mal. D'accord. On ne sait pas comment faire vraiment. Et ensuite, ça c'est l'aspect rationnel. Et l'aspect animal de l'homme, il fait que quand on fait du mal à quelqu'un, on a de l'empathie pour cette personne, et ça nous fait du mal à nous aussi. Sauf si on le déteste, en gros. Et c'est là où la haine, le fait de déclarer quelqu'un comme un ennemi, ça nous permet de nous couper, en gros, de ne pas avoir d'empathie pour cette personne. Et donc le libre arbitre, c'est la seule manière de créer la haine, en fait. C'est la possibilité de haïr. C'est ça. Parce qu'on ne pourrait pas haïr quelqu'un si tout était déterminé. Si on comprend que la personne n'est même pas vraiment un être séparé du reste du monde, tu vois. Ou alors ça voudrait dire quoi? Il faudrait aussi haïr le battement d'aile d'un papillon, par exemple. Parce que c'est peut-être lui qui est à l'origine du crime qui se passe à l'autre bout de la planète, vu que tout est déterminé et qu'il n'y a que des phénomènes qui sont... Et donc à ce moment-là, en fait, on n'a plus que deux choix, c'est haïr le monde entier ou pas. Voilà.